vous remercie pour ce passionnant exposé qui soulève là encore des milliers de questions. Je vais immédiatement passer la parole à la salle, parce que je pense que ces deux exposés vous ont certainement provoqué peut-être. Donc, eh bien voilà, la parole est à vous. Qui veut? Ah bon? Il faut que je me présente, me dit Madame Michel Mathien, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Eh bien, c'est aussi à ce titre-là que je réagis, puisque mon université a été plusieurs fois citée. Je ne m'y attendais pas en venant ce matin, je vous le dis franchement. Mais en même temps, j'étais content des interventions que j'ai entendues depuis que je suis là. Mais je réagis aux deux interventions que j'ai entendues pour rappeler un certain nombre de choses et puis mémoriser un environnement. Je parle à quelle distance? C'est bon? Bien entendu, mon collègue à Aix de Strasbourg a fait référence à Habermas, Ratzinger, etc. Ce qui est intéressant, c'est je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce qu'étant dans une situation frontalière européenne et m'étant déplacé de nombreuses fois en Europe, je suis quand même obligé de le dire et de le répéter. Je l'ai dit tout à l'heure encore à la pause café à mon collègue, par rapport à tous nos problèmes en Europe, quand nous comparons et quand nous nous promenons et nous écoutons les uns et les autres, pas seulement les universitaires, il faut reconnaître que par rapport aux problématiques que nous évoquons, que nous sommes une exception culturelle, si je puis dire les choses ainsi, culturelle ou juridique ou tout ce que vous voulez, mais nous avons des problèmes par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe par rapport aux questions que nous abordons. Je ne vais pas développer plus, mais c'est vrai aussi que lorsque l'on cite Habermas et autres, c'était bien avant l'histoire de la Constitution et le vote, etc., le débat qu'on a eu en France sur les origines chrétiennes de l'Europe. Ailleurs, ça ne posait pas problème, ça posait problème à la France essentiellement. En majorité, enfin essentiellement. Bon, je passe, mais en même temps, les références qui ont été faites par mon collègue, c'est aussi la présence des facultés de théologie dans les universités en Allemagne. Moi, ça me renvoie au statut local. Le statut local en Alsace-Moselle n'a pas été contredit. Les Allemands l'ont accentué après que Napoléon l'ait créé. Et ensuite, la France est obligée de le garder pour éviter qu'il y ait un clash en Alsace et en Moselle après le retour de l'Alsace et de la Moselle en 1918 à la France. Bref, je rappelle ça aussi, mais en même temps, c'est devenu un état de fait qui a été reconnu par la Constitution, qui ne remet pas le statut local en cause. Il faut peut-être aussi le rappeler. Alors ça, c'est une remarque générale. Mais en même temps, par rapport aux références qui ont été faites aux philosophes et à Ratzinger, je voudrais vous dire aussi, c'est par rapport au débat qui a avancé par rapport au sujet, ça fait référence aux Lumières, mais aux Lumières éclairées, si je puis dire, aux Lumières ouvertes, qui vont à l'encontre de ce qu'un honorable universitaire strasbourgeois qui a eu une autre carrière que la nôtre, qui est Jean-Paul Fitoussi, a appelé dans un ouvrage récent le théorème du lampadaire à propos de l'économie. C'est-à-dire que l'économie ne voit pas tout, et quand on sort des critères strictement scientifiques sur lesquels tout le monde s'entend, on a plein de sujets que nous ne voyons pas. Et ça, c'en est un. Alors je termine, si je puis dire, par rapport au cadre des deux interventions sur les formations. Il a été rappelé l'expérience, enfin le travail qu'a fait Francis Messner dans le cadre de ses fonctions de directeur de recherche au CNRS, de laboratoire qu'il a dirigé longtemps. C'est vrai que il y a eu d'autres expériences, il y a eu d'autres références antérieures qui montent à plus de 20 ans, et qui, comme par hasard, ont été dirigés par un honorable universitaire, ancien président de l'Université de Strasbourg. Mon collègue sait bien que c'est le rapport Trocmé auquel je fais référence, qui a été, comme par hasard, fait par un homme qui a été, après ses fonctions universitaires, un homme qui était clairement de gauche, du Parti socialiste, et ce projet, le rapport Trocmé, préconisait déjà l'instauration à Strasbourg, dans le cadre du statut local, et pour faire justement progresser le débat, il y a déjà 20 ans, de faire en sorte que la religion musulmane ait l'équivalent à Strasbourg comme des facultés de théologie protestantes et catholiques. Ce qui me permet de préciser aussi, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, par rapport aux personnes qui ne connaissent pas le statut local, les deux formations en question sont des formations universitaires stricto sensu et répondent à tous les critères universitaires, y compris aujourd'hui, et notamment avec toutes les réformes que nous avons connues. C'est-à-dire que ça permet aussi de faire des passages d'une formation à l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons raté plusieurs fois des occasions,
Et le statut local aurait pu être utile pour justement favoriser une formation des musulmans à Strasbourg. Alors c'est devenu un cas privé, si je puis dire maintenant. Hein. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir Je voulais encore dire juste deux mots. Non, je crois qu'il faut... J'ai fini. Ce que je voulais dire aussi, c'est que derrière toutes ces questions qui sont posées, qui sont sous-jacentes, il y a des méconnaissances énormes par rapport à l'objectif de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la connaissance mutuelle. C'est le pluralisme, mais le pluralisme, c'est pas une abstracto. Ça signifie aussi connaître les uns et les autres. Ça signifie des formations et une connaissance de l'histoire mutuelle et de notre histoire. Bien. Et ça, c'est un vaste sujet parce que c'est un problème. Et derrière, il y a la médiatisation et tous les clichés, les stéréotypes des médias. Je m'arrête là parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on va immédiatement passer... vous pourrez réagir. On va écouter plusieurs questions. Oui, alors je vous remercie infiniment pour ces deux interventions absolument passionnantes, l'une comme l'autre d'ailleurs est particulièrement claire et pratique. Alors j'aimerais bien en fait revenir d'abord sur une question un peu de terminologie. Je fais peut-être erreur, mais j'ai l'impression que le diplôme, il s'agit d'un DU à l'Université de Lyon, s'appelle, alors Thierry a très bien souligné le fait qu'on a tendance à faire des énumérations et qu'effectivement c'est peut-être mauvais signe, mais elle s'appelle religion, laïcité religieuse et État. C'est bien ça? Laïcité religieuse? J'ai entendu à 2 reprises. Non. Alors, et puis en réalité il a changé de nom, mais ça... Alors je vais savoir évidemment ce que ça pouvait signifier, la laïcité religieuse. Non, il n'y a pas de laïcité religieuse, il s'appelle maintenant, alors le DU c'est religion, mais de toute façon toutes vos conclusions sont vraies. Religion, liberté religieuse et laïcité. Et donc ça, c'est ce que passent les fonctionnaires et puis les responsables religieux qui ont un certain niveau universitaire. Donc ils passent un vrai diplôme d'université. Et les autres, ceux qui n'ont pas besoin de ce diplôme, eux passent un certificat. Et ce certificat s'appelle connaissance de la laïcité. Voilà. J'étais parti sur le premier cycle. Oui, mais de toute façon, c'était vrai. Oui. Mais il n'y avait pas laïcité religieuse. Voilà, d'accord. C'était religion, laïcité, État. Voilà. Et alors, juste une remarque, ça me permet de rebondir. On insiste beaucoup dans ces formations sur la notion juridique de laïcité. Alors j'ai vu qu'elle ferait l'objet d'une intervention demain, mais on se cantonne à cette définition juridique, c'est-à-dire qu'on essaye d'exclure les passions que peuvent provoquer ce terme de laïcité en essayant au moins de faire comprendre aux responsables religieux comme aux fonctionnaires quelles sont les règles qu'implique la laïcité, quelles sont ses composantes, ces 3 composantes rappelées par le Conseil d'État, et qui comportent quand même la liberté religieuse. La liberté religieuse fait partie de la laïcité. Et une question là-dessus. Quelle est la réception des imams qui sont en formation avec vous sur ce genre de questions? Est-ce que vous avez des fortes contestations? Au départ, oui, parce que alors il y a quand même dans la laïcité, il y a un pan de la laïcité qui est particulier, qui est la laïcité scolaire. Cette laïcité scolaire est d'autant plus particulière qu'il y a des règles particulières, mais elle provoque des confusions chez les personnes qui ne connaissent pas la laïcité. Par exemple, il est fréquent de penser que la laïcité fait que les usagers du service public, je parle dans le grand public, pas ici, mais que les usagers du service public n'ont pas à porter des signes religieux. Ça, c'est une confusion que font souvent les personnes les personnes qui viennent dans cette formation, et ils se rendent compte avec la formation que ce n'est pas le cas, c'est juste dans le cadre scolaire. Et je dois dire que c'est une méconnaissance générale de la laïcité, puisqu'un avocat m'a raconté que dans une affaire célèbre, un fait divers célèbre, il s'est trouvé dans le bureau d'un juge avec 2 mères éplorées qui venaient de perdre leur fils, et la magistrate les a fait se dévoiler. Ce qui est une méconnaissance absolue des règles de laïcité. Un juré, oui, doit ne pas porter de signes religieux, mais par contre, un usager du service public, non. Voilà, sauf dans les établissements scolaires. Oui, on est d'accord, la laïcité scolaire est particulière. Donc une fois qu'on passe cela, les étudiants comprennent et je pense vont défendre certains points de la laïcité, puisqu'il y en a qui se sont transformés en défenseurs de la laïcité en comprenant tous les avantages de la non-intervention de l'État. Alors, pas dans les formations civiques, mais la non-intervention de l'État dans le culte, parce que là, elle est réelle. Et ils en comprennent très bien les avantages. Bien. Alors, Elsa. Oui, alors, donc, je suis Elsa Forêt, je suis professeure de droit public à l'Université de Franche-Comté. Tout d'abord, merci effectivement à vous deux pour ces interventions très intéressantes avec des aspects très pratiques sur ces questions de relations entre État et Église.
Alors moi, j'aurais 3 petites questions très très naïves à vous poser. Alors je ne sais pas s'il faut que je les pose en bloc ou si... Allez-y. Oui. Je me demandais tout d'abord si l'effort de structuration de l'islam n'était pas... alors la question s'adresse à vous deux en fait, hein, puisque vous avez tous les deux parlé de l'effort de structuration de l'islam. Est-ce que cet effort de structuration de l'islam n'est pas contradictoire avec le phénomène de désinstitutionnalisation du croire dont tu parlais? Première petite question. Non, en ce sens que les cultes, et tu l'as très bien montré dans ta thèse, obéit quand même à un modèle de confessionnalisation dans son rapport avec l'État. Et ça reste, à mon avis, une ligne explicative du point de vue des autorités étatiques, en tout cas. Après, quand on interroge les musulmans de France, enfin, effectivement, tous ceux qui sont un peu au contact des responsables du CFCM ou les acteurs effectivement locaux de l'islam de France soulignent le décalage entre le CFCM et puis la réalité de l'islam terrain. Aujourd'hui, le CFCM, il est présidé par Dalil Boubaker, qui est un homme extrêmement estimable par certains côtés, mais qui a un certain âge, qui n'arrive pas à passer le pouvoir, qui est à la tête aussi de la Grande Mosquée de Paris, qui est loin de représenter l'islam, et ça soulève des difficultés extrêmement importantes au point de vue de la représentation des musulmans au sein de la société française. Ouais. Mais il y a quand même un modèle de confessionnalisation dans le cas des relations entre l'État et les cultes qui, on l'a vu avec la religion juive, on le voit avec la manière dont l'État gère ses relations avec les catholiques, la manière dont les protestants ont dû se gérer, s'organiser avec la Fédération protestante. Oui. C'est-à-dire que l'État ne prend pas en considération, finalement, n'a pas pris acte de ce phénomène sociologique de désinstitutionnalisation du croire. Il y a un décalage entre... oui, mais ça... Pardon, je peux vraiment témoigner pour avoir été à 2 reprises au cabinet du ministre. Quand il fallait présenter à un ministre les responsables religieux, la consigne, c'est trouvez-moi qui représente. Je ne veux pas parler à quelqu'un qui ne représente pas l'ensemble des fidèles de la communauté. Et là, on n'a pas le choix, il faut passer par la personne qui est président de la conférence épiscopale, qui est président du CFCM. Il n'y a pas de choix. Ouais. Et donc juste un petit point, c'est d'où l'importance de la formation civique, hein, parce que la formation théologique, moi j'y participe à titre individuel et privé. Mais par contre, la formation civique est très importante pour aider à faire émerger des acteurs, cette fois-ci des acteurs qui ne soient plus contestables, parce qu'ils auront leur aura religieux. Ils auront un aura, de l'aura, j'y arrive plus aujourd'hui. Bref, ils pourront rayonner de manière théologique et en même temps, ils seront plus au fait des règles de la vie civique et politique, plus au fait aussi du système, parce que pour pouvoir représenter, il faut aussi être un petit peu au courant du système étatique et du fonctionnement des pouvoirs publics, et donc ils pourront émerger. Donc ces 2 sujets se rejoignent finalement. Oui. Mais ta question est qui touche le fond de... oui, il y a un décalage en fait entre... les ambiguïtés de la séparation dont parlait Daniel Lechac aussi. Exactement. Oui, alors la deuxième petite question justement, qui n'est pas son rapport, tu dis effectivement qu'il est dans la responsabilité de l'État d'assurer l'intégration de ses citoyens, et ça, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, mais je me demandais si, alors c'est encore très naïf, hein, excusez-moi, je me demandais si l'intégration... d'Elsa qui a quand même un livre remarquable de 500 pages sur le sujet. Non, là ça n'a rien à voir avec le droit. Non, je me demandais si cette intégration, elle passait nécessairement justement par la religion, tout simplement, et je me demandais si finalement cette intervention de l'État dans la formation des cadres, la logique en fait qui sous-tend l'intervention n'était pas plus sécuritaire, franchement, plus qu'une ambition d'intégration, parce que franchement l'intégration elle ne passe pas que par la religion, me semble-t-il. Elle est indéniablement. Mathilde a utilisé le mot sécuritaire, moi j'utiliserais pas sécuritaire. Je pense pas que l'État, non. Il n'y a pas de problème avec les protestants d'insécurité. Avec 99,99% de la communauté musulmane, il n'y a pas de problème d'insécurité. C'est pas un problème. Je parle de la logique de l'État. Oui, mais c'est du régalisme, c'est du régalien. L'État doit favoriser l'intégration nationale, l'intégration d'un ensemble. Hegel avait tout mis dans ses principes de philosophie du droit. L'État est là pour apaiser les tensions de la société civile. Encore une fois, est-ce que ça passe par la religion, l'intégration des citoyens ?
Surtout, moi, je ne sais pas si c'est une question. Alors là, je fais un peu. Chez beaucoup de personnes, oui, c'est une dimension. Je sais bien que la sécularisation progresse, il y a plus de non-croyants et c'est une donnée sociologique incontestable. Oui. Je crois qu'on est vraiment, mais 80% de nos concitoyens se définissent par une appartenance religieuse plus ou moins forte, mais se considèrent comme devant concevoir leur rapport à l'autre aussi par la religion. Oui. Est-ce que c'est vraiment un problème d'intégration ? Moi, je ne sais pas si c'est le terme, je le comprends. Voilà. D'immigration, intégration mais religieuse, nationale. d'accord. Voilà. C'est comment faire vivre en commun une société afin qu'elle ne soit pas dans un processus d'atomisation. Et d'ailleurs, c'est financé. Comment faire émerger l'ensemble de la diversité. Et c'est financé par la politique de la ville. diversité. Donc du coup, voilà, donc ça va dans ce sens-là. Ah oui, alors à l'époque, c'était l'intégration nationale. Oui. Elsa, troisième question. Alors, troisième Rapide. question, mais il y aurait beaucoup à Ouais, dire oui. sur cette intégration, parce que Oui, c'est quand on qu'une voit un petit opinion, peu aussi hein, les discours politiques sur la formation, enfin sur les aumôneries aussi dans les prisons, là encore, il y a quelque chose d'assez ambigu, parce que l'intégration, la réinsertion faite dans les prisons, elle passe aussi peut-être par le travail, plus que par les aumôniers musulmans, mais ça c'est peut-être quelque chose de très personnel. Troisième question, je me demandais finalement pourquoi limiter ces formations au cadre religieux. Parce que si c'est pour rappeler les règles de la laïcité, pourquoi est-ce qu'on limite ça au cadre religieux finalement Alors, elle ne doit pas les s'adresser à moi. directeurs la des question. établissements d'enseignement, par exemple, pourraient être intéressés par C'est ce le cas genre chez de nous. formation. Oui, c'est le Ah cas oui, chez nous. d'accord. Voilà, Elle chez n'est pas nous, limitée au cadre religieux. Ah non. Nous, on a, dans la promotion actuelle, on limite, parce qu'on ne veut pas des grands amphis. Hein. Mais par contre, on a actuellement 12 imams et 12 fonctionnaires. Imam, cadre religieux musulman, auquel s'ajoute un prêtre, une responsable d'association catholique, quelques étudiants. Non, c'est pas limité du D'accord. tout. Oui, mais il y a quelque chose d'assez ambigu à d'annoncer la formation des cadres religieux. Tout simplement, proposer cette formation aux tout-venants, et puis parmi les tout-venants, il y a des cadres religieux. C'est exactement l'esprit des nouvelles Elsa, formations. par exemple, à Strasbourg, la formation est ouverte à des agents de police municipale. Moi, j'ai des exemples très concrets. Oui, mais s'il y a tant de questions, justement, tu disais, pour le ministère, on va peut-être pas faire ça on va faire ça justement en régime, en terre concordataire. C'est justement qu'on réserve ça aux cadres religieux. Sinon, si c'était pour proposer la formation aux tout-venants, ça ne poserait pas de problème. On ne limiterait pas cette formation à Strasbourg, où effectivement il n'y a pas la séparation. Je trouve qu'il y a une espèce d'ambiguïté ici. Ça fait partie des Dans le schizophrénies ou des ambiguïtés du principe de séparation des cultes et de l'État. Mais la formation en tant que telle n'est pas réservée à un cadre religieux. D'ailleurs, tu sais comme moi qu'il n'y a pas de définition légale du ministre du culte en droit public français. Hein. Il n'y a pas de ministre du culte. Enfin, c'est l'autocompréhension de chaque confession religieuse qui définit, qui dit ce qu'est un prêtre, ce qu'est un rabbin, ce qu'est un imam, ce qu'est un pasteur, ce qu'est un pope. Oui, c'est vrai. Mais ça a été présenté comme ça. Et d'ailleurs, c'est aussi le titre de la communication, c'est quand même présenté comme une formation au cadre religieux. Voilà, c'est ce qui a laissé penser peut-être à certaines personnes qui avaient ici un communautarisme. Je pense qu'on aurait été beaucoup moins dans la polémique finalement en disant que c'était ouvert à tout le monde et qu'on ne parle pas de... Mais je crois qu'après les DU, la création des DU n'a pas suscité tant que ça de polémique, me semble-t-il. Moi, j'ai pas le sentiment. Enfin, pour Lyon, je connais moins bien parce que j'ai pas suivi directement Lyon, mais pour Strasbourg, on n'a pas eu d'opposition forte. Il y a Olivier Jean-Jean qui nous a dit « Qu'est-ce que vous faites avec ça à l'université de Strasbourg? Pourquoi vous nous mettez sur ce terrain-là » Mais et puis l'Institut catholique de Paris, c'était plus lié au fait que ce soit les catholiques qui montent en première ligne sur ce sujet. Mais non. Moi, je voulais juste te dire que je préfère qu'on parle de formation civique en réalité. Je pense que c'est pas une formation ni des cadres. Alors, il faut absolument en parler parce que la formation des cadres religieux est aussi au cœur des formations civiques. Et merci pour votre intervention. Enfin, j'ai pas le temps de le dire, mais ça permet de remettre un petit peu, de conceptualiser ce qu'on fait au quotidien. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de choses. Mais simplement, ce sont des formations civiques que l'on utilise. Alors, Monsieur Coudurier-Abella, Jérôme.
Voilà, je suis professeur chargé de TD à l'université en droit constitutionnel. Je vais déterrer la hache de guerre, je suis navré entre vous. Et je vois que, d'ailleurs, il y a eu un début de polémique à l'issue de la réponse à la deuxième question de notre collègue. Vous disiez, madame, qu'une représentation est moderne puisqu'elle est communautarisée. Et la difficulté, c'est que M. Rambaud disait juste avant que l'État, et ça je suis complètement d'accord avec lui, a une fonction intégrative. Or, pour organiser le discours et le dialogue sur les valeurs, il présuppose que sont admises par la religion ou par la communauté en question un certain nombre de valeurs avec lesquelles votre énumération était tout à fait éclairante: primauté de la personne individuelle, légitimité de la place de la science dans la société, limitation de la violence, etc. Il est certain que certaines communautés vont partager certaines de ces valeurs, mais toutes ne les partageront pas toutes. Et toute la difficulté est là, c'est que justement on ne peut pas présupposer que cet accord sur les valeurs est fait, puisque c'est précisément celui qu'on cherche. Oui. Alors comment organiser ça ? Je peux compléter un petit peu la question. Au fond, est-ce que cette construction du culte musulman en France ne vise pas ultimement à une révision des dogmes ? Alors, en fait, il y en a deux quand même de questions. La première question, je suis d'accord que c'est au cœur, d'ailleurs je l'ai dit, c'est un problème. On communautarise par le haut, alors que dans le même temps, on refuse le communautarisme. Alors, quelles sont ces forces sociales qui s'organisent par le bas ? Alors, les forces sociales au niveau de l'islam, moi je connais mieux au niveau de l'islam, mais je pense qu'on peut aussi en parler pour la religion catholique, parce que justement le... Je ne sais pas si tu veux ma question. Voilà, oui, bien sûr. Alors, donc, je disais, oui, j'ai répondu que le communautarisme par le haut est un vrai problème, et je ne dis pas que c'est moderne au sens positif du terme, mais moderne au sens typologique du terme, c'est-à-dire que ça fait partie de ces conceptions modernes selon donc Lucien Jaume. Par contre, donc sur la deuxième question, c'est quand même une question fondamentale, c'est que moi j'ai quand même pas mal travaillé sur ce qu'on appelle les États musulmans, et demain j'en parlerai à propos de l'OCI. Mais il y a quand même une figure qui n'existe pas en termes d'islam, c'est l'État laïque, et c'est l'état de séparation entre le religieux et le politique, sachant que les modalités de l'intégration du religieux sont extraordinairement vastes et qu'il faut se garder de toute caricature. Oui. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui me pose question. Il faut faire attention à l'idée que la religion musulmane ne se serait jamais appliquée dans des États laïques et refuserait la laïcité, tout simplement parce qu'en réalité, déjà, il y a eu des expériences de laïcité, certes contraintes, mais elles existent. Oui, mais par contre, elles étaient plutôt contraintes quand même, ces expériences de laïcité-là. Mais simplement, je pense que quand il y a confusion dans certains États, avec une forte pratique musulmane, quand il y a confusion du temporel et du spirituel, c'est souvent, et d'ailleurs les interventions de ce matin l'ont montré, pour des raisons aussi de contrôle de la religion. Et donc du coup, il y a une réaction souvent de penseurs qui sont très intéressants à lire, musulmans, qui justement prônent la séparation des églises et de l'État. Il y a tout un courant qui, bien sûr, ne s'intitule pas... alors, il s'intitule laïque en France, mais qui ne s'intitule pas laïque dans ces États-là, mais qui peut être utilisé par les musulmans eux-mêmes, et ils le font en ce moment, pour pouvoir construire un dogme, une théorie. Et il faut vraiment lire certains travaux pour le voir. Je suis absolument d'accord. De toute façon, on a affaire à des dogmes religieux qui sont susceptibles d'une interprétation infinie. Voilà. Bon. Donc tout est possible, mais il y a quand même des tendances, si vous voulez. Oui, mais cette tendance-là existe, c'est ce que je voulais dire. Contrairement à ce que l'on pense, elle existe. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je pense que oui, j'en suis à peu près certain. Non ? Oui, j'aurais aimé, peut-être, je crois que c'était Mathilde, Thierry Rambaud a aussi très bien souligné tout à l'heure dans ses réponses les difficultés auxquelles est confronté le CFCM, comme Mathilde l'avait fait. Mais Mathilde, vous nous avez dit tout à l'heure qu'en février 2013, vous êtes passé assez rapidement là-dessus, il y avait une réforme du statut qui avait permis la réintégration des fédérations contestataires. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce point et nous dire de quelle fédération contestataire plus précisément il s'agissait, puisque c'est peut-être un petit espoir pour un avenir un peu plus clair du CFCM. Alors l'une des fédérations contestataires, la principale, c'est celle que j'ai déjà citée, l'Union des organisations islamiques de France. Pour vous situer, c'est celle qui organise tous les ans une convention au Bourget. Enfin, je sais que c'est assez médiatisé, je ne sais pas si vous voyez, et qui est partie
théoriquement du rattachement aux frères, c'est plutôt frères musulmans, cette tendance-là, et qui s'opposait pour plusieurs raisons à la tendance qui était alors majoritaire au CFCM et qui était marocaine et puis algérienne ensuite, même si les Algériens ensuite... C'est un peu compliqué hein, dès que je m'y mets. Les Algériens aussi se sont désolidarisés à un moment de ce conseil. Donc résultat, on a réussi à les réintégrer dans le processus en promettant déjà de mettre en place certaines commissions qui les fassent participer et puis une plus grande représentativité du conseil par le biais des élections. Alors là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si je rentre dans les détails. Ce qu'on peut dire par exemple sur la règle de désignation, c'est peut-être la plus simple, des conseils régionaux du culte musulman, c'est qu'ils sont désignés alors, au sein des mosquées, les délégués, au sein des mosquées, en fonction de la taille des mosquées. Bon, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, on a revu un peu le système pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande représentativité des autres courants que ces courants qui traditionnellement dominent l'islam pour des raisons historiques et politiques. Si la grande mosquée de Paris domine, c'est d'abord parce qu'il y a eu un fort poids de l'Algérie et ensuite du Maroc dans l'islam de France, et puis pour des raisons historiques, puisque la mosquée de Paris, on le sait, est la plus ancienne sur le territoire métropolitain, et donc elle avait donc, une institutionnalisation historique, si vous voulez. J'espère que je suis claire, parce que c'est tellement complexe que c'est difficile d'atteindre. Et alors, de manière générale, est-ce que cette réforme statutaire a amélioré la perception qu'a l'opinion publique musulmane, est-ce qu'on peut le savoir, si tant est qu'elle existe, hein, cette opinion publique musulmane, de ce conseil ? Ça date de 2013, et le Conseil essaye de retrouver une légitimité en prenant position sur beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, mais sur beaucoup de points dans cette fameuse convention. Est-ce que cela va suffire ? Pas sûr, parce qu'il a affronté les grandes personnalités, les recteurs des grandes mosquées de province. Lyon est quand même bien... J'ose pas trop, ouais, ce sont quand même mes partenaires. Lyon, Bordeaux, par exemple, il y a des figures qui émergent de l'islam et qui ont des revendications spécifiques, des positions très spécifiques, et qui du coup concurrencent encore l'islam et ces grandes fédérations qui étaient déjà présentes. Donc je ne suis pas sûre que le Conseil soit sorti de ces divisions. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Bon, alors j'en prends acte. Donc nous allons clore avec grand plaisir. Enfin, voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que après une journée très fructueuse, nos travaux. Mais écoutez, vraiment, je vous remercie à tous infiniment pour votre attention, les intervenants pour ces remarquables interventions. Donc, nous nous retrouvons demain matin pour la dernière journée de notre colloque sur les perspectives contemporaines, mais qu'on avait quand même déjà pas mal abordé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.